Dubček, svoboda! 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 Le 18 avril 1969, Alexander Dubček, le premier chef de parti communiste au pouvoir, qui a voulu donner au socialisme un visage humain, a dû, sous la pression de l'Union soviétique, céder sa place à un dur, Gustav Husak, qui, patiemment, attendait dans son ombre et dans celle du général Svoboda que l'invasion du pays par l'armée rouge commence à porter ses premiers fruits politiques. Contrairement à ce que l'on croyait, le départ de l'idole, Dubček, n'a pas fait se lever en Tchécoslovaquie un vent de révolte. Cela peut s'expliquer par la personnalité même de son successeur, Gustav Husak, dont François Feytaud, auteur d'une remarquable histoire des démocraties populaires, nous parle. Est-ce qu'on peut dire que c'est un stalinien, un orthodoxe? Oui, je dirais que c'est bien un communiste orthodoxe, mais il n'est pas stalinien. Il y a aussi des communistes orthodoxes non staliniens. Par exemple, parmi les chefs communistes qui sont actuellement au pouvoir dans les pays de l'Est, il y a en Roumanie Ceausescu. Il est bien orthodoxe, il se réclame du marxisme-léninisme, mais en même temps, on sait qu'il a une passion pour l'indépendance de son pays. C'est aussi un patriote roumain. Il me semble que Husak appartient à cette espèce de communiste. Depuis son entrée sur la scène politique, on l'a toujours connu comme un communiste assez dur, assez fanatique certes, mais en même temps comme un patriote. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, je crois que c'est un homme dont les qualités intellectuelles sont supérieures à celles de Dubček. Oui, Dubček n'est pas un intellectuel, il n'a pas une formation d'intellectuel. Son père était ouvrier, il a fait ses écoles plutôt dans l'appareil du parti qu'à l'université, tandis que Husak vient d'une famille bourgeoise de Bratislava. Il est assez représentatif même de cette intelligentsia slovaque. Ses amis parlent de lui, même ses ennemis, je pourrais dire, comme d'un cerveau hors pair. Oui. Ce qu'il faut dire dans sa carrière aussi, c'est qu'il a été victime lui-même du stalinisme. Il a été victime, bien sûr. Il a été victime justement pour son patriotisme, pour ce qu'on appelait son nationalisme bourgeois. Il a été le chef de la résistance anti-nazie, le chef de l'insurrection, de cette fameuse insurrection slovaque de 1944. Et vous savez que cette insurrection ne se dirigeait pas seulement contre le gouvernement presque nazi, ou en tout cas fasciste de Tiso, et contre la mainmise nazie. Un des buts de cette insurrection était l'établissement d'une Slovaquie, sinon indépendante, mais en tout cas très autonome dans le cadre de l'État tchécoslovaque reconstitué. Et Husak, à la tête de son mouvement, est soutenu à cette époque-là aussi par les résistants non communistes, par l'opinion slovaque, a réussi au lendemain de la guerre à imposer cette conception à Prague. Et il est devenu président du Conseil des commissaires slovaques. Et en cette qualité-là, il a beaucoup fait pour l'autonomie slovaque. Et cela jusqu'au lendemain du coup de Prague, lorsque le gouvernement, à ce moment-là, tout à fait stalinisé de Gottwald, a voulu enlever aux Slovaques tous les restes de leur autonomie, et Husak, résistant à cette emprise centralisatrice, bureaucratique de Prague, s'est attiré les foudres de Gottwald. Il a été dénoncé comme nationaliste bourgeois. Il a été privé de ses fonctions, il a été arrêté, il a subi une longue torture, et
son prestige dans le pays vient du fait que, contrairement à beaucoup de ses coreligionnaires, dirais-je, à beaucoup d'autres communistes qui étaient victimes de la terreur, lui, il a tenu bon, n'est-ce pas? Il a résisté à la torture. C'était un des hommes rares, avec Smirkovski, qui était son ami pour devenir peut-être son ennemi politique. Joseph Smirkovski, pour les jeunes et pour les libéraux les plus avancés, est indubitablement, plus encore qu'Alexander Dubček, le chef de file des démocrates. Pour Moscou, c'est lui qui menait la contre-révolution. Il a été éliminé du présidium. On sait qu'il a dit la vérité, Husak, lorsqu'il affirme qu'avec lui, il ne peut être question d'un retour en arrière vers le régime novotniste, vers les camps d'internement, vers les procès spectaculaires. Il a lui-même trop souffert. Tout cela on sait, mais on pense qu'il surestime ses propres possibilités et que si, en un premier temps, il remplit ses obligation envers l'URSS, s'il cède à la pression soviétique, à l'encontre de la presse, à l'encontre de l'opinion, s'il établit sa dictature, alors après, il sera beaucoup plus facile aux agents infiltrés, n'est-ce pas, à tous ces agents qui, depuis le mois d'août, ne cessent de noyauter la police secrète, l'appareil du parti, etc., qu'il leur sera à ce moment-là plus facile, sensiblement plus facile, d'écarter Husak lui-même et d'installer en Tchécoslovaquie un régime 100% conservateur, comme on dit là-bas, c'est-à-dire orthodoxe et inconditionnellement pro-soviétique. C'est l'attitude de la population ouvrière qui causa aux Russes, après l'occupation, la plus grande surprise. Si à Prague même, la prétendue contre-révolution s'expliquait par la présence des intellectuels, rien a priori ne justifiait dans les cités ouvrières, comme ici à Mlada Boleslav, l'attitude de la population face aux soldats soviétiques. Nous avons rendu visite à une famille, puis recueilli quelques témoignages au hasard de la rue. À quoi correspond l'occupation russe pour une famille tchèque? No pro nás tady něco hroznýho, když tady máme s nima žít a když vidíme, co se tady děje. Quelque chose Nakonec d'affreux, jsme to prožili od začátku. car nous sommes obligés d'être ici avec eux et vivre avec eux. Oui. Co to vlastně chtěli? Když tady se ano. nic nedělo, nám se tu žilo dobře, ten, kdo pracoval, peníze si vydělal, Jistě. kdo je Jenom zdravý, přeložil, ano, ano. mohl pracovat. La dame dit, nous étions pour notre gouvernement, pour Dubček, Černík, etc. Nous avons voulu que tout ça se réalise, leur programme. Mais à présent, nous devons espérer, c'est tout ce que nous pouvons faire. Tak já v neděli a v sobotu nikam jako do města nepřijdu, já jsem spíš dole tam u nás. Chovaná, jo. Qu'est-ce qu'elle dit? On to lepší. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, je vais traduire. Alors, la fille souhaite que les Russes partent tout de suite, que tout le monde a marre de leur présence ici. Demandez-lui si elle peut sortir le soir. Můžete večer teda vycházet, jo? No vycházet můžeme, ale je to riziko tak, kdyby šla ženská sama. Alors, elle dit qu'on risque beaucoup de choses si on est tout à fait seul. Qu'est-ce qu'on risque? Co jako riskujete? Můžou vás klidně No přepadnout, tak jo? to Tak... tady stalo teda prej. Alors, Prej žábu 16 to připadli, tak jestli to je pravda nebo není, to jako člověk neví. elle dit qu'ils ont déjà violé une fille de 16 ans. Přiběhli tam je vedle posádka, jako velitelství jejich, tak tam přišli hned vojáci a udělali kordon přes celou silnici se samopalama. Qu'est-ce qu'il dit? Il raconte qu'un jour, les Russes ont arrêté un ingénieur qui travaille à l'usine et ils l'ont frappé sans avoir vraiment la cause pour faire ça. Et ensuite, qu'il y avait beaucoup de Russes qui se sont mêlés et aussi des habitants de ville.
tout le monde finalement s'est frappé. Est-ce qu'on fait de la résistance passive? Est-ce que, je sais pas, on refuse de donner des renseignements russes? A když se na vás... To tady bylo. Jak byl 21. srpen, tak to bylo v Praze a to, oni už to Au tady dají. début, on les a trompés, par exemple, quand on a demandé le sens ou la chemin. direction d'une ville, alors on les a envoyés. Bien sûr. Alors, quelles sont les chances de l'opposition étudiante et des jeunes en général? Je crois que les étudiants eux-mêmes, d'après ce qu'on en sait, ne se font pas beaucoup d'illusions sur leurs chances immédiates, comme les ouvriers et les syndicats non plus. Il y a non seulement la résistance des étudiants n'est-ce pas, qui ont fait immédiatement la grève et qui ont publié un manifeste où ils réaffirment leur fidélité au programme de libéralisation, de démocratisation. Že to přesahuje možnosti toho studentského. Voyez, le fil, c'est comme ça. Les étudiants ont réveillé la masse ouvrière, ou disons la population, la nation, tout le pays. Mais parce que les étudiants, c'est pas une classe, c'est disons une couche sociale plutôt. Alors, les étudiants ont pu réveiller. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est maintenant aux ouvriers. Si on veut changer la situation, c'est plutôt la classe qui travaille, la classe qui est au pouvoir, qui peut changer la situation. Est-ce qu'elle est d'accord là, pour changer cette classe ouvrière? Oui, bien sûr, parce qu'il y a, disais, une centaine de délégations qui sont venues chez nous à la faculté avec pour soutenir, le mouvement, la étudiants. Et on a beaucoup discuté les derniers jours chez nous. Et il y a vraiment beaucoup de liaisons. Il y a toujours des étudiants qui vont aux usines et il y a vraiment centaines d'ouvriers qui sont venus chez nous. Alors que la liaison est faite, mais l'activité, c'est aux ouvriers qui doivent Vous pensez à la grève sûrement, ou des choses comme ça, non? C'est pas nous qui fait le... Vous voyez, moi je peux vous dire une chose spéciale parce que avant j'ai enseigné dans une usine. C'était le cours de langue française que j'ai fait pour des ouvriers. Alors je vous assure, il y avait beaucoup d'ouvriers qui étaient d'accord. C'était pendant la grève. Beaucoup d'ouvriers qui étaient d'accord. Mais ce qui a freiné, c'était... disons, par exemple, le directeur ou l'organisation du parti dans cette usine. C'était ça, parce que ce sont des gens qui viennent de la génération après la guerre. Des vieux communistes. Oui, des vieux communistes. C'est le problème, ça. Au mois d'août, dans les rues, les jeunes constituèrent le fer de lance de la résistance à l'occupation soviétique. Personne n'a oublié ces images, les montrant, tentant d'engager un impossible dialogue avec de très jeunes soldats dont la plupart ne savaient pas où ils se trouvaient ou pensaient être en manœuvre quelque part en Allemagne. Admirable résistance passive de tout un peuple, uni derrière ses chefs emprisonnés, leur permettant finalement de s'asseoir à Moscou à la table de conférence. Mal préparé sur le plan politique, le déploiement de forces échoua. Aujourd'hui, c'est sous la menace d'une nouvelle intervention que le maréchal Gretschko a pu imposer la mise à l'écart de Dubček, Smirkovski, Zatopek même, et tant d'autres. La mort tragique de Jan Palach, l'émouvante unanimité du deuil qui suivit, ne soulevèrent pas de réaction de la part des soviétiques. Le
prétexte s'offrit au lendemain de la victoire de l'équipe de hockey de Tchécoslovaquie sur celle de l'URSS, où des incidents antisoviétiques furent montés de toutes pièces par des provocateurs mêlés à la foule. Moi, je crois que en un premier temps, tout de même, Husak réussira à neutraliser toutes ces résistances, toute cette opposition. Quand même, il y a une mobilisation de la police. Il y a le parti où il est en train de rétablir une discipline de fer. Tout cela marchera. Mais je crois que les semences du printemps politique continueront à germer. Les Tchécoslovaques ont pris maintenant des habitudes de liberté. Les seules fleurs du printemps de Prague 1969 sont celles qui ont été déposées sur les tombes de Jan Palach et des Massary.